élu a remplacé un président ancien sortant. Voilà. Tout ce qui sont déroulés parmi nous. Nous étions tous présents, certains n'ont pas été là. Beaucoup d'enfants sont nés depuis et évoquer aujourd'hui la date du 17 mai, c'est en réalité interroger l'histoire et interroger l'essence de l'histoire. Pour en parler, les acteurs principaux, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en recevoir un des acteurs majeurs, qui était là dès le départ, qui était là vraiment en 97 pour pouvoir commencer ce qui a finalement été, qui est appelé aujourd'hui la libération. Léonard Chirki-Toundou, aujourd'hui sénateur après les élections de 2018, élu sénateur, élu aussi député national, élu député provincial, député Brassard comme on l'appelle par ailleurs. Vous êtes aujourd'hui un des acteurs majeurs, un témoin privilégié parce que vous avez vécu tout cela. Merci donc d'être là avec nous pour pouvoir parler non seulement à notre peuple, mais parler aussi à tous les jeunes qui nous suivent ce soir et qui veulent comprendre ce qui s'est passé dans notre pays. C'est pourquoi je vous pose une question d'entrée des jeux. 22 ans, les temps passent vite. C'est comme si c'était hier. En avez-vous la même impression? Effectivement. 22 ans paraissent une longue durée, mais quand on regarde la rétrospective aujourd'hui, on a l'impression effectivement que c'était hier. Le 17 mai est un jour mémorable, et vous l'avez dit, je pense que il y a aujourd'hui des gens qui sont nés, des jeunes gens qui sont nés en 1997, qui ont 22 ans. Qui sont des adultes. Voilà, qui sont des adultes. Et qui n'ont peut-être pas vécu ce qui s'est passé avant le 17 mai. Donc il est important de replacer le contexte dans l'histoire. Le 17 mai, ça symbolise le rapatriement de la République. En tout cas, c'est le sens que nous donnons à la révolution, dont l'aboutissement est au fait la libération de la République démocratique du Congo, de la dictature qui a sévi pendant plusieurs décennies après l'assassinat de Patrice Lumumba en 1960. Pourquoi nous parlons du rapatriement de la République? Et c'est en cela que cette date prend un sens historique. C'est le fait que, après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, un gouvernement démocratiquement élu, dont Patrice Lumumba était le Premier ministre, ce gouvernement a été déstabilisé par le coup d'État de l'ancien président Mobutu en septembre 1960, donc 2 mois seulement après son installation. C'était le premier gouvernement démocratiquement élu. Et comme si cela ne suffisait pas, cette opération de déstabilisation du régime républicain, c'est finalement traduit par l'assassinat de Patrice Lumumba, celui qui symbolisait, pas le seul, en tout cas, le fait qu'il a été un des symboles. Et c'est lui d'ailleurs qui a permis que ce gouvernement se forme, parce qu'il fallait une entente entre Patrice Lumumba et particulièrement le président Kassavo. Il ne faut pas oublier cela. Alors, lorsque Patrice Lumumba est assassiné en janvier 61, là, il appartenait maintenant aux partisans nationalistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parler du nationalisme, il ne faut pas l'entendre au sens occidental du terme. Ici, c'est le fait, sur le plan interne, de prôner la cohésion, l'union de tous les groupes ethniques qui vivent dans ce pays un petit peu hétérogène. Il faut le remarquer, où il y a une nécessité de la construction d'une nation. Mais en même temps,
aussi la défense de l'intégrité territoriale de notre pays et de la souveraineté de la République démocratique du Congo après 80 ans de colonisation. C'est comme ça que nous entendons le nationalisme au sens congolais et même africain du terme. À partir de ce moment-là, comment faire pour rétablir la démocratie, pour restaurer la République? C'était la grande question. Et c'est pour ça qu'il y avait deux camps. L'un a choisi de lutter sur le plan interne. Il ne sait pas si c'est un choix, mais en tout cas, c'était cela. Il fallait à tout prix faire en sorte qu'on puisse rétablir la démocratie en luttant à l'interne. Et puis d'autres, qui après une analyse concrète de la situation, ont estimé que cette lutte ne pouvait pas se mener depuis l'intérieur du pays et qu'il fallait chercher un appui depuis l'extérieur. Parce que si la dictature qui commençait à s'instaurer a pu être établie, c'est grâce à une main noire, une main invisible de puissance extérieure. C'est pour cette raison que nous avons considéré que la République avait pris le chemin de l'exil. Il y avait un exil interne on a pu identifier par la suite, mais l'exil plutôt, et comme le mot le dit, exil, c'est d'abord externe. Et puisque ceux qui ont pris le chemin de l'exil, ce sont ceux qui étaient victimes de la dictature, c'est-à-dire de l'interruption de la démocratie, nous estimons qu'ils étaient le représentant de la République à l'extérieur. Et comparaison n'est pas raison. Si on compare à la situation en France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France était occupée, le général de Gaulle incarnait la République depuis Londres. Et en France, c'est Pétain qui était le chef de l'État. Donc, ce qui est resté en France, c'est l'État français, mais la République, dans les valeurs qu'elle incarne, a pris le chemin de l'exil et était incarnée par le général de Gaulle qui parlait depuis Londres. Je ne veux pas dire qu'on va se comparer au général de Gaulle, mais c'est tout simplement, Boutantisme dit, toute portion gardée, expliquer aux nouvelles générations le sens même du combat que nous avons mené, ou que le père de l'indépendance de l'époque avait mené, et surtout ceux qui ont dû être écartés de la gestion du pays par la dictature qui a commencé en septembre 1960. Alors, ceux qui ont pris le chemin de l'exil ont opté pour la lutte armée. Parce qu'il n'était pas possible de lutter démocratiquement à l'intérieur du pays à partir du moment où toute opposition était strictement interdite à l'époque. C'est pour cette raison que, ici, si l'on parle du 17 mai, on pense à M. Laurent-Désiré Kabila, qui n'était pas le seul à mener ce combat pour la restauration de la République, il était l'un parmi d'autres. Mais ici, M. Laurent-Désiré Kabila avait opté pour la lutte armée. Et à l'époque, je vous rappelle ici que le contexte de l'époque, on était soit, même sur le plan idéologique, soit dans le camp libéral, soit dans le camp socialiste. Et le partage du monde aussi aidant. M. Laurent-Désiré Kabila avait opté pour une révolution socialiste. Et c'est pour ça qu'il a créé le Parti pour la Révolution populaire, qui était de tendance maoïste à l'époque. C'était même la mode. Et c'est comme ça que sur le plan idéologique, se situait M. Laurent-Désiré Kabila. Et sur le plan concret, c'était mettre sur pied un cadre armé pour lutter contre la dictature. C'est qu'il n'était pas facile. Évidemment, alors, vous allez revenir en Chérie, mais là, il faut qu'on précise une chose essentielle.
la République en exil par les valeurs qu'elle incarne. En même temps, la République rapatriée par des moyens non démocratiques, à force, et voire même la privation de liberté, et même carrément la violence. Alors, comment expliquer que le rapatriement de la République s'est fait par des moyens non républicains? Non, la révolution, l'option pour la lutte armée, est aussi un moyen pour rétablir la démocratie. Je vous rappelle que, encore une fois, si on fait référence à la Deuxième Guerre mondiale, sans les Alliés, je pense que la France n'aurait pas été libérée. Et puis, la dictature hitlérienne n'allait pas être vaincue. Et ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque-là, c'était de loin pire que ce qui s'est passé en RDC. Parce que là, il fallait détruire, il fallait tuer pour justement se débarrasser de la dictature hitlérienne et en même temps libérer les pays qui étaient occupés par cette dictature-là. Donc c'est important de le rappeler, à un moment donné, le seul moyen pour rétablir le régime républicain peut se constituer en l'usage de la force. Et ici, c'est la force légitime. Comme l'ultima ratio, c'est-à-dire tous les autres moyens n'étaient plus possibles, on ne pouvait que opter pour la lutte armée. C'est pour cette raison que, justement, Laurent Désiré Kabila était parmi ceux qui avaient opté pour une révolution populaire. Pour cela, je ne voudrais pas ici faire croire que c'était le seul à mener cette lutte. Non, plusieurs nationalistes avaient mené cette lutte. Mais M. Laurent Désiré Kabila avait cette particularité, et nous qui étions à l'exil, là, il y avait aussi deux camps, ceux qui luttaient par la mobilisation de l'opinion internationale à travers l'organisation des conférences, la communication, et en utilisant aussi la presse internationale, tous les moyens de pression possibles pour qu'on comprenne qu'en République démocratique du Congo, il y a un régime qui était anti-républicain et qu'il fallait à tout prix rétablir la démocratie. Mais il y en a d'autres qui ont carrément, c'est là que l'Institut Laurent Kabila a voulu carrément lutter par la voie militaire. Alors, pour nous autres, c'est cette jonction entre ceux qui luttaient par la mobilisation de l'opinion internationale et ceux qui ont opté pour la lutte armée. Et M. Laurent Désiré Kabila, d'ailleurs, l'avantage qu'il avait sur les autres, c'est qu'on estimait qu'il ne suffit pas simplement de militer par l'organisation des conférences, il fallait avoir aussi un pied à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour justifier votre lutte, parce qu'autrement, vous allez prêcher dans le désert. C'est là que vous allez leur dire avec cet avantage-là. Et moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, c'était à la conférence de Rotterdam, lors de l'installation d'un tribunal permanent des peuples, qui était une ONG internationale, qui justement utilisait les moyens de communication en Occident pour attirer l'attention sur la nécessité d'un changement en République démocratique du Congo. C'est là que je l'ai connu, il était venu en tant que témoin. Dans cette histoire, vous vous rencontrez et qu'est-ce que vous vous dites? Alors, M. Laurent Désiré Kabila, comme j'étais très actif avec d'autres camarades en Suisse et même en Europe dans l'organisation des conférences de sensibilisation, lui, il m'a vu à travers la télévision. Il avait déjà... Il me suivait, voilà. Ok, d'accord. Avec les autres. Et quand je l'ai rencontré, je n'étais pas un inconnu pour lui.
Et après le témoignage éloquent qu'il a fait contre la dictature, on a vite sympathisé, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de se rencontrer à plusieurs reprises. Et souvent, on s'est rencontrés dans plusieurs conférences qui étaient organisées par les forces progressistes à l'époque, notamment dans les pays progressistes. Et jusqu'au moment où, effectivement, il y a la situation au Rwanda. En 94. En 94. Moi, j'étais en Suisse, j'étais déjà juriste à Caritas, mais tout en n'étant pas inerte sur le plan politique, j'étais toujours militant avec les autres. Le général Olinga qui était ici, était lui en Allemagne. Et M. Laurent Désiré Kabila a fait appel à nous. Donc il avait besoin des cadres pour accompagner cette révolution. Et c'est pour ça qu'on avait décidé nécessairement de tout abandonner et de rejoindre M. Laurent Désiré Kabila à l'est du pays, surtout lorsque Goma avait été libéré. Libéré au sens effectivement de la révolution. Et c'est comme ça qu'on a rejoint M. Laurent Désiré Kabila à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, je dois rappeler aussi, parce que nous parlons du rapatriement de la République, il y a une lutte importante qui a été menée sur le plan interne. La société civile, mais aussi, et particulièrement, les 13 parlementaires, qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est des parlementaires qui étaient dans les régimes et qui ont pris conscience de la nécessité de combattre ce régime dictatorial. Ça, il ne faut pas. Donc, ce sont des gens qui ont bravé la dictature, qui ont pris des risques incalculables. Mais vu de l'extérieur, ceux qui avaient opté pour la lutte armée et qui ne voulaient pas aussi faire la distinction entre le régime en place et les dissidents de ce régime. Parce qu'on estimait que c'était un règlement de compte interne et qu'il ne fallait pas prendre en considération. On a mis longtemps avant de reconnaître la légitimité du combat qui a été mené à l'interne. C'est pour ça que quand il y avait la conférence nationale souveraine, beaucoup de gens, même à l'extérieur, ont accepté de revenir rejoindre d'autres compatriotes qui étaient dans cette conférence. Et il y avait des radicaux, des jusqu'au-boutistes qui ne voulaient absolument pas tout, dont M. Laurent Désiré Kabila, qui ne faisait pas confiance. Parce que pour M. Laurent Désiré Kabila, cette conférence nationale souveraine était nécessairement contrôlée ou manipulée par le président Mobutu lui-même. C'est pour ça qu'on a refusé de revenir. L'autre aspect important qu'il faut rappeler, c'est que pour mener une lutte armée contre la dictature, il fallait disposer d'une base arrière. Et particulièrement dans un pays limitrophe. Regardez par exemple la même chose en ce qui concerne l'Angola ou le Mozambique, ou même la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'ANC a bénéficié de l'appui de la ligne de front, comme de tous les autres pays. Donc dans la révolution, il est difficile de mener la révolution seule, parce qu'on ne vit pas dans une île, on vit dans la concertation. Par conséquent, il faut bénéficier de l'appui d'autres pays. Et c'est pour cette raison que nous avons tenté de bénéficier de l'appui des pays limitrophes. Mais à un moment donné, lorsque le président Mobutu s'est rendu compte qu'il y a des pays limitrophes qui commençaient à nous accorder non seulement l'asile, mais en même temps un appui concret pour lutter contre la dictature, à partir de ce moment-là, il a menacé de représailles les pays limitrophes. Si bien que, finalement, il y a eu comme un modus vivendi. Malgré le fait que beaucoup de ces pays étaient d'obédience socialiste à l'époque, le régime congolais d'essence plutôt capitaliste, il y a eu un modus vivendi pour que, à l'époque, rappelez-vous aussi, c'était pas des régimes multipartites. C'était des partis-États. Voilà, partis-États de gauche ou de droite. Mais malgré ça, malgré la divergence sur le plan idéologique, ces pays ont pu, pour leurs propres intérêts respectifs, s'entendre sur un modus vivendi qui empêchait chaque pays
héberger les opposants de l'autre. Donc, mener la révolution depuis les pays limitrophes était devenu une gageure, c'était pratiquement impossible. Et d'ailleurs, tous ces pays ont dû chasser les nationalistes congolais et qui ont trouvé asile, soit particulièrement en Europe occidentale ou aux États-Unis. C'est pour cette raison que la boucle était bouclée, c'était difficile de mener une base arrière. Jusqu'au moment où il y a eu cette brèche après les génocides commis au Rwanda. Et le fait que le FPR, les Interarmées et les ex-FAR ont dû fuir et trouver refuge en République démocratique du Congo. Alors, la complicité entre le régime congolais et le régime qui venait d'être déchu, et aussi le fait que les Interarmées et les ex-FAR avaient trouvé refuge chez nous, pour le Rwanda, c'était encore un danger périlleux qu'il fallait nécessairement écarter ces dangers. Et le meilleur moyen, c'était justement d'aider ceux qui pouvaient renverser la dictature du président Mobutu. Et c'est là qu'intervient le génie de M. Laurent Désiré Kabila, qui a estimé que c'était le moment rêvé pour justement venir à bout de la dictature. Et c'est comme ça qu'avec tous ces régimes qui sont nés après la chute d'autres pouvoirs en place, en Ouganda, avec Amin Dada, Mitono Bote et tout ça, ensuite au Rwanda avec Abiyarimana plutôt, au Burundi, la même chose, il y avait toute ce qu'on a appelé une jeune génération de dirigeants qui voulaient effectivement reconstruire l'Afrique. M. Laurent Désiré Kabila a pu être contacté par le régime rwandais de l'époque, parce que nous avions un ennemi commun. Nous voulions rétablir la démocratie dans notre pays. Et pour rétablir la démocratie, il fallait venir à bout des dictatures. Le régime rwandais voulait éviter un danger, c'est-à-dire un nouveau génocide à partir de la République démocratique du Congo, vu le refuge accordé aux Interarmées et aux ex-FAR. Donc il y avait une conjonction d'intérêts contre un ennemi commun, la dictature. Voilà l'accord qui a été conclu entre M. Laurent Désiré Kabila et le FPR dirigé par le président Kagame. Et il y a eu beaucoup d'interprétations là-dessus, les accords de l'Émirat, il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Effectivement, monnayer une partie du territoire contre... Il aurait vendu une partie du territoire au Rwandais. Ce qui est complètement faux. Il y avait conjonction d'intérêts, mais non pas identité d'intérêts. Mais alors, monsieur le sénateur... c'est cette brèche-là ouverte, c'était l'occasion rêvée, parce que nous cherchons un pays limitrophe pour une base arrière. C'est là l'essence de l'entente que nous avons eue avec le régime rwandais pour rétablir la démocratie. Revenons au principe majeur de cette émission, l'apatriement de la République, l'arrivée de nouveaux acteurs, le départ du maréchal. En même temps, vous avez dit qu'il y avait ce qu'on a appelé l'exil interne, donc les relégations, etc., l'opposition interne et l'opposition extérieure. Pourquoi, objectivement, après toutes ces années, pourquoi la jonction idéologique ne s'est pas faite? Pourquoi à l'époque, parce que cette opposition était incarnée par Étienne Tshisekedi, ici au pays, avec d'autres compagnons, et Laurent Désiré Kabila arrive, pourquoi les deux, qui avaient quand même un même objectif, finalement, pourquoi il n'y a pas eu mariage entre les deux, à votre avis? Qu'est-ce qui a milité à la distanciation et pratiquement finalement à l'animosité et au reniement? Alors, là encore une fois, c'est la jonction entre la lutte à l'interne et le combat mené depuis l'extérieur.
Parce que comme vous l'avez remarqué, parfois, l'AFDL était à l'époque l'alliance que nous avons conclue pour venir à bout de la dictature. Des fois, entrait dans certaines provinces sans coup férir, c'est-à-dire sans combat. Et ça, c'est comment expliquer cela? C'est justement l'affaiblissement de la dictature par la lutte aussi menée à l'interne. Et c'est là qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont pris le risque et d'autres qui étaient aussi méfiants, mais la méfiance était mutuelle. Je crois que c'est cela qui explique le fait que on n'a pas pu justement amorcer cette jonction entre l'interne et l'externe pour amorcer déjà, après le retour, c'est ce que nous disons, le rapatriement de la République, il fallait maintenant jeter les bases pour l'installation de cette République, la restauration de la démocratie par la rédaction d'une nouvelle constitution qui allait permettre l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et donner au peuple congolais, cette fois-ci, la possibilité de reconstruire la démocratie, c'est celle qui a été rompue par le coup d'État de 60 et l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961. Question encore, monsieur le sénateur. Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse, bien démontrée d'ailleurs, que la mort de Lumumba signait carrément l'exil de la République. Mais quelques années après, en 2001, pourquoi vous ne citez pas cet assassinat comme un acte qui met fin à la République restaurée de la patrie? L'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila n'a pas contrarié outre mesure le rapatriement de la République. Et ça, c'est faut bien comprendre cela. Parce que vous avez été assassiné, et le régime a demeuré. Et il y a eu des gens qui, effectivement, ont pris la relève de M. Laurent Désiré Kabila. Et comme vous avez vu, il y a eu un consensus qui s'est dégagé sur le nom de Joseph Kabila, qui était son fils, mais en même temps un acteur important de la libération et aussi joué un rôle au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. À l'époque, d'ailleurs, il était chef d'état-major des forces armées congolaises. Donc, l'engagement qu'a pris Joseph Kabila à l'époque, c'est justement rendre effectif ce rapatriement de la République et cette fois-ci jeter les bases pour la restauration de la démocratie. C'est pour cette raison qu'il a commencé à l'époque par le travail de la réunification du pays, le retrait de forces étrangères de notre pays et puis la réconciliation nationale. Parce que, comme vous savez, une année simplement après 1997, l'accord que nous avons signé, l'entente que nous avons établie avec les alliés rwandais, n'a pas été respecté parce qu'ils ont voulu profiter de leur présence en République démocratique du Congo pour se comporter comme en terre conquise et à vouloir imposer une mainmise sur les nationalistes congolais qu'ils ont aidé à chasser la dictature. Partout ailleurs, comme je l'ai dit, tous les pays du monde, où toutes les révolutions ont pu bénéficier de l'appui extérieur. Mais une fois que l'objectif est atteint, c'est-à-dire on a renversé le régime qui est honni, et en ce moment-là, on se désengage, ou bien si on a encore besoin de ceux qui nous ont aidés à chasser la dictature, alors vous respectez la souveraineté du pays, vous respectez l'ordre établi par les nationaux, mais vous vous contentez simplement de contribuer à la consolidation de ce retour à la démocratie. Et ça n'a pas été le cas, c'est pour ça que vous avez vu, M. Laurent Désiré Kabila avait un parti, je crois 48 heures, une république.
Donc une deuxième république, c'est ce qu'on appelle le régime du président Mobutu, la deuxième république. Mais là, c'est antinomique. Une république avec les valeurs qu'elle incarne ne peut pas être considérée comme une république. Alors ici, je pense que on a peut-être voulu considérer ça comme une république vue sur le plan géographique ou territorial, mais pas par rapport aux valeurs que la république, le concept de république incarne. Alors pour ça, il y a eu un grand débat. Moi-même, j'étais directeur de cabinet du président de la République, on était en conseil des ministres. Comment allait-on dénommer la Constitution? Est-ce que c'était la Constitution de la Troisième République? Est-ce que c'était la Constitution de la Deuxième République? Comment le faire? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de ministres avaient voulu que ce soit la Constitution de la Troisième République. Mais pour qu'il y ait une Troisième République, après la première, et celle qui a suivi l'accession de notre pays à l'indépendance, qui a porté Patrice Lumumba à la tête du gouvernement, pour qu'il y ait une Troisième République, il faut qu'il y ait eu une deuxième. Mais laquelle Deuxième République? C'est la question. Bon, il y en a qui disent la Deuxième République, c'est la constitution du Luabo. Mais cette constitution a été rédigée dans des circonstances qui n'ont pas encore permis la réconciliation nationale, le retour de tous ceux qui étaient en exil. Donc, on ne pouvait pas considérer la constitution de 64 comme génératrice d'une république. Ça, c'est important. Et puis ensuite, le coup d'État de 65. Là, encore une fois, c'est la dictature. Et le coup d'État, le but vient de dire, a mis fin à un semblant de démocratie qui existait encore dans notre pays. Et on a voulu considérer cela comme une deuxième république. Donc, là, encore une fois, ce n'était pas possible. C'est pour cette raison que pour éviter ce travers-là de considérer la dictature comme une république, le consensus qui s'est dégagé, c'est qu'on appelle cette constitution de la République démocratique du Congo. On avait refusé de numéroter les républiques. Sur ce plan, il y a encore, en tout cas, sur le plan conceptuel, il y a encore une opposition, parce que même actuellement, vous entendez, Troisième République. On parle justement de... Alors, évidemment, cette émission est une émission d'évocation et d'élection, mais on n'a pas tout le temps, malheureusement. J'y vais vite, je saute beaucoup d'étapes. J'en arrive à l'alternance. À l'arrivée, vous voyez, nous sommes à l'époque en 97. Il y a deux hommes. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Étienne Tshisekedi qui se regardent. Chacun a mené son combat. Ils sont parvenus à trouver une symbiose malgré que chacun a profité d'une manière ou d'une autre du combat de l'autre. Aujourd'hui, il y a Félix Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la République, en face même du fils de Laurent Désiré Kabila, qui lui laisse le pouvoir parce que lui aujourd'hui est le président sortant. Sur le plan de la construction de notre rapatriement de la symbolique, et c'est peut-être la dernière question de cette émission, comment intervient l'élection de 2018 dans votre vision, le lien que vous faites entre le 17 mai, qui pour vous est le retour de la République, et évidemment l'élection de 2018 qui fait passer la première alternance démocratique. Alors, après le rapatriement de la République, il fallait restaurer la démocratie. Et cette démocratie a été restaurée par la réconciliation nationale qui a été scellée à Sun City, et aussi le gouvernement, le fameux gouvernement, on a appelé 1+4, oui, qui a finalement élaboré cette constitution de 2006. Cette constitution a justement été celle qui a restauré la démocratie dans notre pays. Et pour ne pas numéroter les républiques, on peut dire que c'est cette constitution qui a concrétisé la restauration de la République. C'est vraiment important. Ça, c'est l'acte fort. Ensuite, il fallait consolider la restauration de la République. Et là, pour juger cela, il faut voir d'abord la suite des événements. Est-ce
puisque après les élections qui ont eu lieu consécutivement à l'adoption de la Constitution de 2006, est-ce que on allait vivre le renouvellement de la volonté populaire? C'est ce qui s'est fait en 2011, avec les élections de 2011. Et là, c'est le président élu en 2006 qui a été réélu en 2011. Or, la Constitution ne lui accordait que 2 mandats. C'est qu'attendait maintenant l'opinion sur le plan national ou même international, c'est la fameuse alternance. L'alternance est justement là la consolidation, la restauration, non seulement de la démocratie, mais du régime républicain. Et c'est cette passation du pouvoir entre un président sortant et un président entrant élu est justement l'acte fort qui consolide la démocratie dans notre pays et qui, effectivement, renforce aussi le régime républicain en République démocratique du Congo. Et ce que nous attendons maintenant, vous allez voir, c'est on attend la désignation du Premier ministre et en même temps la formation du gouvernement. La finalisation de l'installation de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que toutes les institutions qui collaborent, coopèrent pour le fonctionnement du régime démocratique puisse fonctionner normalement. À partir de ce moment-là, ce sera justement la preuve de la maturité de l'esprit républicain dans notre pays. Et là, il faut accorder crédit au président sortant, parce que justement, c'est grâce à lui que cela a pu se faire. Et c'est pour ça que, franchement, il faut rendre hommage au président sortant et en même temps féliciter le président entrant, parce que, et cela est un autre élément important, le président entrant n'a pas disposé d'une majorité parlementaire. Et le président sortant reste le chef ou le patron de la majorité parlementaire parce que sa famille politique a pu l'emporter sur le plan législatif. À la fois pour les assemblées provinciales, mais aussi au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est ce qui amène à la coalition entre les 2 camps qui ont gagné ces élections, l'un l'élection présidentielle et l'autre la majorité au Parlement. C'est aussi un élément important de notre démocratie parce que la passation du pouvoir entre le président sortant et le président entrant effectuée dans l'obligation d'une collaboration entre 2 familles politiques importantes. C'est-à-dire que aucune de ces 2 camps, sur le plan dans le cadre du paysage politique, n'a pu disposer et de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire. Donc les 2 familles politiques sont dans l'obligation de collaborer dans l'intérêt du pays et dans le respect de la Constitution. Ça tout aussi, l'opinion nationale et internationale nous attend au tournant pour juger notre capacité justement à collaborer dans l'esprit de la Constitution pour préserver la consolidation de la démocratie et du régime républicain dans notre pays. En tout cas, sénateur Kitundou, je vous remercie, mais je ne peux vous dire de partir qu'après vous avoir posé une dernière question. Il est vrai qu'on nous attend. La République est là. Les institutions s'installent de plus en plus. Quel est, à votre avis, aujourd'hui, ce qui menace l'esprit républicain? Qu'est-ce qui menace cette démocratie? Où se trouveraient aujourd'hui les dangers? Vous avez quand même fait le parcours du combattant. Vous êtes un témoin privilégié, sans pour autant donner conseil aux autorités, pour au moins émettre votre point de vue.
quelle est la menace principale qui pèserait aujourd'hui sur cette démocratie restaurée dans une république rapatriée? C'est d'abord le respect de la parole donnée. Parce que actuellement, nous sommes dans une coalition et cette entente doit être préservée. D'abord, sur le plan politique, mais en même temps, le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale l'a bien rappelé. Il faut comprendre que nous aurons un Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire et d'une famille politique et qui va nécessairement collaborer avec un président de la République qui est d'une autre famille politique, mais qui lui-même est conscient du contexte dans lequel nous nous trouvons et refuse d'ailleurs que nous vivions en cohabitation, parce que sur d'autres régimes, on aurait pu opter pour la cohabitation. Ici, l'esprit qui se dégage, cette entente entre les deux familles politiques, c'est qu'on soit dans une coalition. Et cette coalition nécessite effectivement qu'on respecte la parole donnée, qu'on respecte l'accord conclu sur le plan politique, mais aussi les termes de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de la République démocratique du Congo. À partir de ce moment-là, effectivement, nous allons d'abord vivre une stabilité politique et pour cette législature, et cette stabilité politique aussi rassure, et c'est important de le rappeler, les investisseurs étrangers dont on a besoin pour le développement de ces pays, la création de richesses, la transformation de nos ressources sur le plan interne, et aussi la création d'emplois. L'emploi aujourd'hui, qui est recherché par tout le monde, je crois que c'est la première des revendications, parce que c'est le travail qui rend autonome. Et là, le sous-emploi dans notre pays, dans un pays aussi important, disposant de ressources, est vraiment un défi auquel les autorités actuelles sont confrontées et que nous devrions absolument affronter et nécessairement trouver une solution pour le bien-être de notre population. Merci d'avoir accompli votre devoir patriotique, d'avoir restitué pour notre téléspectateur l'intérêt majeur de la commémoration de cette date. Je rappelle très bien, c'est une date pour les sénateurs Chokitundu et nous pensons que nous pouvons porter nous-mêmes aussi cette compréhension. C'était le retour de la République. Cette République qui ne peut avoir un sens que si elle amène au progrès. Le progrès ne peut aussi se construire que dans la paix. C'est comme ça que nous vous souhaitons tous bonne fête et nous espérons que cette paix va être protégée par nos forces de sécurité de l'armée, parce que c'est aussi une journée où nous célébrons les hommes en uniforme. Les soldats inconnus qui a été aujourd'hui honoré, et en réalité chacun de nous est les soldats de son propre peuple. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous à droit à la parole. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois dans notre programme. D'ici là, portez-vous bien.